Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et 8h46, on va revenir sur la situation qui se dégrade en Russie, en Ukraine. Quelle est la prochaine étape justement pour la Russie? Pour en parler ce matin, Vladimir Fedorovski, influent diplomate pour Gorbatchev et auteur de ce livre d'amour et d'inspiration aux éditions Ballant. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, et avec nos éditorialistes également qui sont avec nous, Lydia Guirous, Elisabeth Lévy, et puis tout à l'heure Éric Revel. Vladimir Fedorovski, ce qu'a fait hier Vladimir Poutine dans son discours en disant qu'il allait envoyer, et grosso modo c'est un pas à l'annexion de ces territoires, le Donbass, des territoires pro-russes qui sont en Ukraine. Qu'est-ce qu'il signifie par là? Que rien ne doit lui échapper aux frontières en fait de la Russie? Petit problème de liaison avec Vladimir Fedorovski que nous avions en fait à l'instant. Vladimir Fedorovski. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, on avait un petit problème de liaison. On va y revenir dans un instant. Elisabeth Lévy, Lydia Guirous, sur ce sujet en fait de l'Ukraine. Vladimir Poutine, donc hier soir, voilà. Il a fait ce discours, oui. Il a fait ce discours qui est quand même assez fort, vous n'êtes pas des spécialistes, bien sûr, de ce dossier en fait russe, hein, ça je le précise bien, et c'est pour ça que nous avons avec nous Vladimir Fedorovski. Mais quand même, sur un plan politique, une telle démonstration. Alors d'abord, dans le discours de Poutine, il n'y a rien de nouveau, puisqu'il nous dit que l'Ukraine est russe depuis des lustres. Si vous voulez, d'ailleurs, vous savez qu'il y avait 3 Russies dans l'Union soviétique. Il y avait la Biélorussie, la Russie blanche, la Russie, la Grande Russie, et l'Ukraine, la Petite Russie. Évidemment, c'est tout à fait faux que l'Ukraine n'existait pas avant et qu'elle n'a jamais existé. Maintenant, ce que je pense, si vous voulez, c'est que sur les républiques, les 2 républiques qu'on dit séparatistes, Donetsk, c'est Lugansk. Lugansk, oui, absolument. Ouais, c'est le Donbass, ouais. Voilà, ouais. Ces deux républiques séparatistes sont déjà assez largement et même presque complètement sous influence russe. Moi, personnellement, je vous l'avais dit, Patrick, mais alors ça vaut ce que ça vaut, et surtout, vous avez raison de rappeler, je ne suis pas spécialiste. J'ai beaucoup de mal à croire, si vous voulez, qu'on va aller à la guerre, c'est-à-dire je ne crois pas que Vladimir Poutine va essayer de prendre des choses qu'il peut pas avaler, parce que quand bien même, imaginez les chars russes arrivant à Kiev, ils font quoi? Ils vont se faire tirer dessus, après il faut tenir, donc ça, je n'y crois pas. Et j'ajoute, peut-être, j'aimerais voir, je suppose que Lydia a une opinion là-dessus, vous rappelez que c'est en 81, je crois, que le ministre des Affaires étrangères, au moment du coup d'État en Pologne, avait dit, bien entendu, nous ne ferons rien. Eh bien, je dois vous dire que les Américains n'ont pas envoyé, évidemment, un soldat, ni même $1, et je crois qu'effectivement, bien entendu, nous ne ferons rien. Ouais. Vladimir Fedorovski est de retour avec nous. Vladimir Fedorovski, donc je rappelle que vous avez été... Vladimir. Oui, vous avez été diplomate sous Gorbatchev. Hein, aujourd'hui, vous êtes écrivain en France, d'origine russe, le plus édité. Votre dernier ouvrage, c'est Amour et inspiration. Et il y en a beaucoup. Et sur les Romanov aussi. Revenons quand même sur justement la déclaration de Vladimir Poutine hier. Tout en annonçant sa fermeté, il semble réécrire un peu l'histoire aussi de la Russie en disant que finalement l'Ukraine faisait partie de ce territoire et ce sont les bolcheviks et Lénine qui ont détricoté cet empire, ce pays à l'époque. Hein, c'est ça. Absolument. Mais il y avait son narratif à la fois par rapport à l'Ukraine, mais aussi par rapport surtout à l'Occident. Il se place comme antithèse de l'Occident, de politiquement correct occidental. Il dit que de toute manière, les Occidentaux ont toujours comploté sur la Russie. Et il reflète l'avis de l'opinion publique russe. L'opinion publique russe aujourd'hui est très loin de l'Europe. Elle pense que l'Europe a trahi ses valeurs judéo-chrétiennes, qu'elle est en train de s'islamiser, et il se retourne vers la Chine. Je prédis une alliance définitive entre la Russie et la Chine, militaire, anti-occidentale,
je prédis aussi des sanctions assez dures par rapport à la population russe. Les Russes, ils vont supporter ces sanctions. Ils vont vivre peut-être 3 fois moins bien, mais sous Eltsine, ils vivaient 10 fois moins bien que sous Poutine. Il y aura la crise aussi en Allemagne. À mon sens, le gaz va coûter 10 fois plus cher. Bref, on vire vers quelque chose d'assez dangereux avec les répercussions sur la politique intérieure, sur la bourse, sur les élections de mi-mandat et même les élections présidentielles françaises. Ouais. Pourquoi que l'on rappelle en fait l'importance aux yeux de Vladimir Poutine et donc d'une partie en fait des Russes de ce qui se passe en fait aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Ukraine veut se détacher progressivement de la Russie, hein, c'est ça, et se tourne vers l'Europe et puis adhérer à l'OTAN. Et donc Poutine ne veut pas voir les armes de l'OTAN sur le territoire à quelques kilomètres de la Russie, c'est ça. Et surtout il y a ces territoires qui sont pro-russes, qu'il veut conserver, un peu comme il l'a fait déjà, on l'a un petit peu oublié, mais il l'a fait il y a moins d'une dizaine d'années avec la Crimée, qui était déjà un territoire comme ça à l'est de l'Ukraine. Bien sûr, vous avez raison de poser ce problème aussi qui est lié avec non-homogénéité de l'Ukraine. Vous comprenez, en Ukraine, il y a une forte population qui parle russe. Oui. Mais d'une manière générale, il faut comprendre, moi je suis à moitié russe, à moitié ukrainien, Bah oui, mais c'est 30% ça. Vous êtes... des Russes... Oui. Et vous sentez plus russe? Oui, vous sentez plus russe ou plus ukrainien, vous? Je me sens parfaitement parisien. Oui, bon, d'accord. Français. Pour vous dire, dans la réalité, j'assume complètement mes racines ukrainiennes et russes et aussi ma francophilie. Ouais. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. 30% des Russes ont des origines ukrainiennes. C'est un pays très lié. Et je pense que la grande erreur du post-communisme, c'est d'essayer d'utiliser l'Ukraine comme une fer de lance de confrontation avec la Russie. L'intérêt national ukrainien, c'est d'être un trait d'union entre la Russie et l'Occident. C'est pas demain la veille. Et dans la réalité, prendre l'argent chez les Russes et prendre l'argent chez les Occidentaux. Aujourd'hui, on vire vers la confrontation, vers la nouvelle guerre froide. Mais un jour viendra quand les gens vont retrouver l'intérêt national ukrainien, et ce sera certainement trait d'union entre l'Occident et la Russie. Oui. Bon, et en tout cas, aujourd'hui, Vladimir Poutine, il est assez ferme, mais il ne lâchera pas par rapport à ce qu'il a dit. Hein. Ou alors c'est une partie de poker menteur, Vladimir Fedorovski. Non, c'est pas un parti vous savez, lisez mon étude psychologique sur Poutine. Il ne joue pas au poker. C'est quelqu'un qui joue aux échecs, qui utilise la force de l'adversaire pour le bousculer comme judoka, et surtout c'est un enfant de Saint-Pétersbourg, de la pègre de Saint-Pétersbourg, et par conséquent il réagit d'une manière dure. Moi je pense que maintenant la reconnaissance de ces républiques deviendra irréversible comme pour la Crimée, mais ça préjuge une très grande tension avec l'Occident. Et ça préjuge une nouvelle guerre froide très dure, même pire que la guerre froide. Pendant la guerre froide, j'étais diplomate. Ouais. Pendant la guerre froide, il y avait des règles. Aujourd'hui, il n'y a plus de règles. Ça va dans tous les sens, et en plus les gens mélangent la propagande et le mensonge, et tout ça, ça donne un monde encore plus dangereux. Je suis triste. Mon réconfort, que j'ai prédit ça beaucoup depuis quelques mois. Cliquez rupture avec l'Europe et Fedorovski, vous allez voir que je vous ai prévenu. Oui, Vladimir Fedorovski, un dernier mot. C'est-à-dire que sur un plan économique, c'est vrai que la Russie fournit du gaz donc à l'Europe et notamment à l'Allemagne, donc c'est particulièrement d'où important. la crise en Allemagne que je prédis. Oui, non, alors voilà, c'est ça, parce que l'Allemagne n'a pas envie de voir les robinets se fermer. Cela dit, Poutine n'a pas intérêt non plus à fermer les robinets, parce que pour lui, c'est quand même un apport considérable d'argent, évidemment, la fourniture de ce gaz.
Ils vont essayer de trouver l'arrangement, mais vous comprenez, il y aura la pression des Américains, parce qu'un début de l'exercice de l'Américain, c'est de vendre très cher leur gaz de schiste aussi. Vous comprenez? Et l'Europe, il sera obligé de payer très cher le gaz américain. Tout ça, c'est vraiment les choses pitoyables. Je vais vous dire, Patrick Roger, vous comprenez, je les méprise. Ils ont tellement mal géré le post-communisme, on aurait pu éviter, et ça concerne les Russes et ça concerne, hélas, les Occidentaux. Avec les répercussions très graves pour eux, parce que non seulement il y aura l'alliance anti-occidentale avec la Chine, mais ils vont payer ça très cher électoralement. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Vladimir Fedorovski. On y reviendra tout à l'heure. Si vous voulez poser des questions ou réagir sur l'actualité, 0826 300 300, nous en parlerons tout à l'heure dans les grands débats du matin qui se poursuivent jusqu'à 9h avec Lydia Guirous, Elisabeth Lévy, Éric Revel dans un instant sur le grand oral des candidats à la présidentielle devant le MEDEF. Devant le MEDEF. Et puis on viendra aussi sur l'affaire des parrainages, puisque on en a beaucoup parlé dans les éditos ce matin. Et tout à l'heure aussi, la démocratie, elle est en crise et Dominique Rousseau propose un manifeste, professeur de droit avec constitutionnel. Oui, il sera avec nous tout à l'heure à 9h30. Et on en parlera justement avec lui de ses parrainages aussi. Appelez-nous à 0826 300 300 si vous voulez participer, comme chaque matin au débat. Tout de suite. Et tout de suite, Revel en campagne. Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Éric Revel. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors Éric, vous revenez sur le grand oral d'hier, devant le principal syndicat patronal, c'est-à-dire le MEDEF. Les candidats à la présidentielle ont planché. Qu'est-ce que vous en avez retenu, Éric ? Oui, alors grand oral, vous l'avez dit, à noter quand même, Patrick, que presque tous les candidats invités sont venus, sauf Jean-Luc Mélenchon et Christiane Taubira qui avaient décliné l'invitation et l'exercice. Alors chacun a fait entendre sa petite musique. Par exemple, Marine Le Pen a assuré que les entreprises étaient le poumon de notre économie, rien de moins. Là où Anne Hidalgo a promis, elle, avec des moulinets, de ne pas augmenter la fiscalité sur les entreprises. Valérie Pécresse, la locale en quelque sorte de l'étape au MEDEF, a réaffirmé que sa priorité, c'était pas la fiscalité, mais c'était de réduire la dépense publique, moins 45 milliards d'euros sur 5 ans, et 200 000 fonctionnaires en moins. Oui. Et puis Yannick Jadot et Éric Zemmour étaient eux aussi présents, avec évidemment 2 discours et 2 prestations différentes. Oui, alors j'ai pas oublié Jadot et Zemmour, un bon exercice pour Yannick Jadot qui promet aux chefs d'entreprise un pacte patriotique écologique, c'est-à-dire un plan de 25 milliards d'euros pour la transition écologique, plus 10 milliards par an pour la rénovation des bâtiments. En revanche, les patrons se sont un peu tordus le nez lorsque le candidat vert a parlé d'un bonus-malus écologique qui pourrait faire augmenter l'IS, l'impôt sur les sociétés. Évidemment, ça c'est un sujet sensible au MEDEF. Et puis Zemmour, d'abord, il a largement dépassé les 10 minutes de temps qui lui était imparti par le MEDEF pour ce grand oral. D'abord, il a fustigé le bilan économique d'Emmanuel Macron, mais il a proposé quand même de poursuivre la baisse du fameux impôt de production. Alors lui, il dit de 30 milliards d'euros, là où Emmanuel Macron l'a déjà baissé de 10, auxquels s'ajouteront, si Macron est réélu, 10 milliards de réduction supplémentaire de cet impôt de production qui est programmé cette année. Ouais. Est-ce que ce type de grand oral, ça a du sens encore aujourd'hui, honnêtement, franchement, Éric ? Je vais vous dire, moi, ce type de grand oral devient un peu, lassant. D'abord parce que chaque candidat, finalement, ne parle qu'à son électorat. C'est sans doute pour ça que Jean-Luc Mélenchon n'est pas venu, parce que parler devant les patrons, pour l'électorat de LFI, c'est quand même contre-productif. Ensuite, à mon sens, c'est lassant, Patrick, parce que chaque corporation, chaque lobby a pris cette drôle d'habitude de vouloir auditionner les candidats à la présidentielle. Alors, ces derniers, les candidats, ne font finalement que répéter leur programme, économique ici, devant le MEDEF, culturel ailleurs, ou social plus loin. Je ne vois pas bien à quoi rime en réalité tout cela. D'autant que les programmes et autres promesses n'engagent évidemment le plus souvent que ceux qui les écoutent. Et puis, combien d'électeurs se détermineront sur les programmes ? Tiens,
Je donne un sujet pour un prochain sondage. Oui. Croyez-vous au programme? Ça, ce serait intéressant d'intéresser les Français. Enfin, vous l'avez dit, grand absent quand même de cet oral face au MEDEF et Emmanuel Macron, pourtant chouchou du patronat avec Valérie Pécresse. Macron, trop occupé dans les steppes diplomatico-russo-ukrainiennes, n'est toujours pas candidat. Aura-t-il d'ailleurs le temps de concocter un programme, de débattre de son bilan? Eh bien justement, rien n'est moins sûr, et ça, c'est un problème pour le débat démocratique. Oui, alors ça c'est vrai, évidemment, puisqu'il va se déclarer, Emmanuel Macron, probablement la semaine prochaine, hein, d'autant qu'il y a cette crise aujourd'hui en Ukraine. On parlait d'une déclaration dans la semaine, là, qui était évoquée lors d'un voyage, un déplacement en région, etc. Peut-être que ça aura lieu, ou peut-être que ce sera la semaine prochaine. Est-ce qu'il y aura encore la place pour le débat ensuite? Ça, c'est une autre histoire, parce qu'il n'y aura que un bon mois, 5 semaines grosso modo, du 4 au 10 avril. C'est peu. Tenez, vous savez que quand on interroge aujourd'hui les ministres ou les députés de la majorité sur le programme, alors ils esquissent en fait un certain nombre de points, mais ils esquivent aussi par ailleurs. Ils disent ah bah non, mais il n'est pas déclaré. Un exemple, Philippe David, ce soir, chaque semaine dans les vraies voix, chaque semaine, une fois par semaine, il organise un débat entre les porte-paroles des différents candidats. Donc ce soir, ce sera, je crois en fait, un écologiste, un LR et un Rassemblement national. Il avait demandé donc à la République En Marche également aussi. Et ce qu'on a répondu du côté de la République En Marche, c'est que ah ben non. Le candidat n'est pas déclaré, donc on ne peut pas encore parler de programme. Ce qui s'est passé d'ailleurs tout à l'heure avec Agnès Pannier-Runacher, quand je lui ai parlé en fait de programme, elle dit non, on ne peut pas encore en parler. C'est embêtant ça pour cette campagne à la présidentielle ou pas? Lydia Guiraud, c'est ensuite Elisabeth et vous, Eric, quoi. Je pense que la plus grande frustration, c'est celle des opposants à Emmanuel Macron, qui en fait font une campagne sans avoir le principal, si je peux le dire ainsi, le principal candidat déclaré. On voit par exemple Valérie Pécresse qui s'épuise, on a l'impression qu'elle boxe un peu dans le vide, puisque Emmanuel Macron n'est pas là. Évidemment, il sera candidat et pour l'instant, il gagne du temps parce que c'est difficile de dire je suis candidat et en même temps il y a la crise là à l'est de notre frontière européenne. Oui. Donc et puis les ministres ils vont pas développer le programme, ils vont laisser quand même le président de la République développer son programme et puis ses futurs porte-parole. On commence à parler de quelques éléments forts comme dans la future des piliers de la future campagne. On parle de Gabriel Attal, Gérald Darmanin, peut-être Elisabeth Borne, peut-être Julien de Normandie, mais plus sur la direction de campagne et l'organisation. Donc ça arrivera à ce moment-là. Mais c'est vrai que dans les équipes des opposants à Emmanuel Macron, il y a une grande frustration de le voir gagner comme ça du temps et de s'épuiser. Et Elisabeth Lévy. J'aime bien l'image de Valérie Pécresse boxant dans le vide, je dois dire, c'est assez évocateur. Non, c'est d'autant plus embêtant que, en fait, je pense qu'Emmanuel Macron va nous sortir des choses assez tranchées de son chapeau, si vous voulez. Oui, c'est ce que l'on dit. Avec lui, on ne sait jamais, si vous voulez, sur quel pied, sur quel Macron on va tomber. Et je ne sais pas, Lydia vient de nous parler de l'organisation de la campagne. J'apprends, effectivement, je connaissais pas le futur organigramme qui se dessine. On parle, je crois, aussi d'Elisabeth Borne comme première ministre éventuelle, je crois. Mais moi, j'ai entendu parler, je ne sais pas si Lydia, vous avez des infos là-dessus, d'un projet totalement disruptif, comme on dit en langage macroniste, sur l'école. Et ça pourrait cliver très fortement la campagne d'ailleurs et jeter les profs, parce que si vraiment cette idée, pas vraiment d'une privatisation, mais en tous les cas d'une transformation de l'éducation nationale en entreprise publique, si c'est vraiment ça, je vous garantis que ça va être chaud dans la campagne. Oui, c'est vrai. Mais je sais pas si Lydia a l'air mieux informée que moi, alors peut-être vous avez des infos, Lydia. Non, mais c'est vrai que Emmanuel Macron, son ADN, c'est aussi d'être disruptif. À la différence de la précédente campagne, c'est qu'aujourd'hui, il a un bilan, donc il va devoir quand même assumer ce bilan, tout en créant
vraiment une forme de surprise. Sur l'éducation, il avait déjà émis quelques pistes lors de son déplacement à Marseille, où il avait évoqué la possibilité pour les proviseurs de recruter eux-mêmes et d'évaluer eux-mêmes les professeurs. Donc, est-ce qu'il va poursuivre ? De toute façon, je pense que sur l'éducation nationale, beaucoup de Français sont quand même plutôt déçus des résultats. On est à la ramasse. On a des élèves qui savent pas vraiment très bien lire ni écrire, un niveau de culture générale, un niveau en mathématiques qui est très mauvais. On est en bas des mais c'est très populiste de dire ça. Donc le mammouth, il va falloir le secouer. On a essayé beaucoup de solutions. Est-ce que ça sera une des voies qui sera suivie par le président de la République et qui peut apporter des réponses à des parents qui sont frustrés de voir l'école qui répond plus aux exigences et qui ne tient pas ses promesses. Oui, un mot de commentaire par rapport à ce que vous dites, bien sûr. Et puis là, j'attends les auditeurs pour qu'ils réagissent sur le bilan ou sur ses perspectives. Qu'est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron va produire dans cette campagne? C'est vrai que Emmanuel Macron, à mon avis, il ne s'arrêtera pas sur son bilan et il n'a pas été beaucoup attaqué. Il se projettera en fait sur la suite et l'attaquer sur son bilan, il faudrait l'attaquer en fait maintenant. Il l'attaque sans l'attaquer en fait ses adversaires. Oui, mais cher Patrick, juste un mot, Patrick. Oui, mais moi, je suis frappé à chaque fois que vous interrogez un macroniste comme ce matin par leur arrogance. Oui. C'est circulé, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Alstom, c'est pas lui, Machin, c'est pas lui, c'est toujours les autres. Oui. Non, mais bien sûr. Et je pense que ce sera aussi probablement la ligne de conduite de leur campagne, en se projetant sur quelques idées qui vont être assez fortes. On parle d'idées sur l'éducation nationale, sur l'immigration également, sur la sécurité, où ils risquent de couper l'herbe sous le pied de certains, et en revanche de ne pas revenir sur le bilan, quoi. Et puis, comme il n'est pas beaucoup attaqué sur le bilan globalement aujourd'hui par les candidats, donc voilà, ça avancera comme ça et on verra ce que donne la campagne. Vos réactions 0826 300 300 et des réactions notamment aussi sur l'Ukraine qui fait partie des dossiers chauds du matin. Et on en parle avec Eric de Seine-et-Marne. Bonjour Eric, bienvenue. Bonjour Eric. Oui, bonjour messieurs dames. Bonjour. En ce qui concerne l'Ukraine, moi j'ai un peu peur quand même. Je suis un simple citoyen. On est entre les deux, entre les États-Unis qui ont une grande bouche, excusez-moi de parler comme ça, mais ils veulent tout gérer, ils veulent tout digérer. Et puis, monsieur Poutine est un peu inquiétant aussi de ce côté-là. Moi, personnellement, on est au milieu. Donc, si on nous coupe le gaz, le machin, tout ça, déjà la vie est déjà assez difficile comme ça. Si tout augmente, on fait quoi? Et puis, il y a une résistance de guerre quand même. Donc, c'est impressionnant, quoi. Voilà, ça fait peur. Oui, c'est là qu'on est content d'avoir notre nucléaire. Oui. Non, qu'est-ce qui vous fait peur? C'est une guerre en tant que telle sur le territoire européen qui peut avoir lieu, ou est-ce que ce sont aussi les conséquences, bien sûr, en fait, derrière? Les deux. C'est les deux. Voilà, au bout d'un moment, parce que nous, on décide rien, comme toute personne, que ce soit un Russe, que ce soit un Américain, ou nous, Français, au milieu de tout ça, c'est encore des élus qui décident de tout ça. C'est ça le problème. Nous, au milieu, on n'en prend pas la tête. On a déjà du mal avec la politique actuellement à finir les fins de mois. Moi, je suis un nouveau retraité, et là, on nous menace d'une guerre, entre guillemets. Ça fait peur, excusez-moi. Oui, et les retraités, comme beaucoup d'autres salariés, mais quand même, vous êtes aussi soumis, parce que quand on est retraité, on ne peut pas essayer d'augmenter en fait son salaire. Non, mais c'est vrai, comme quand on est salarié, là où on peut essayer. Parfois, on se contraint simplement à le maintenir, plutôt qu'à autre chose, où la situation est difficile, quoi qu'on en dise, même si le chômage baisse. Ça, c'est autre chose. Mais, et vous êtes affecté aussi par les augmentations des prix de l'énergie, quoi, j'imagine. Oui, moi je suis tout électrique parce qu'on n'a pas de gaz où je suis en location, c'est tout électrique. Mais ça, là je vais être vulgaire, excusez-moi, bouchez vos oreilles, ça fait mal au derrière. Ça fait mal au derrière, c'est bon, quoi. Vous faites les courses tous les 4 jours, j'ai l'impression qu'il n'y a rien dans le caddie. L'essence, je vous dis même pas, je suis en Seine-et-Marne, encore, je suis assez pas trop loin en Seine-et-Marne, je suis proche du Val-de-Marne, mais c'est l'enfer. Moi j'allais à la Salpêtrière tous les jours travailler. Je vous dis pas, je faisais un plein une fois par semaine, c'est infernal. Ça devient très très dur. On est plein des millions de gens à penser comme moi, c'est ça le problème. Non, mais c'est vrai. D'où la nécessité d'avoir un grand plan autour des énergies, l'ensemble en fait des énergies, quoi. Et en allant, je sais que certains sont contre le nucléaire, mais quand même il faut y penser, en tout cas dans un premier temps. Aujourd'hui, en allant vers la transition, il y a les énergies renouvelables qui viendront et qui
permettront sans doute en partie, hein, bien sûr aussi, d'apporter aussi peut-être de l'énergie un petit peu moins chère ou en tout cas sécurisée. Mais c'est long, c'est long. Ça a un coût, c'est long et ça a un coût aussi. Moi, je veux bien acheter une voiture électrique. Vous avez eu le prix d'une voiture électrique. Bien sûr. C'est gentil, mais ils ont beau faire des propositions au gouvernement, mais c'est hors de prix une voiture électrique. Et en plus, là où on habite, il n'y a pas des bornes électriques pour recharger sa voiture. Il y a tout ça à mettre en place. C'est très très long, comme vous avez dit. Non, mais ça c'est vrai. Merci en tout cas, Éric. Allez, on poursuit. Merci de votre appel et de votre fidélité. Dans un instant, on poursuit avec la question des parrainages quand même. Est-ce que c'est un coup de bluff ou pas de la part de certains? Est-ce qu'ils auront tout leur parrainage? Et on n'a pas la même vision, que l'on soit à droite ou à gauche. On en parlera avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. 0826 300 300. Elisabeth Lévy, Lydia Guirousse avec nous. Et tout à l'heure à 9h30, quel avenir pour la démocratie? Est-ce qu'il faut une constituante dont on parle en fait beaucoup? Est-ce qu'il faut revoir les règles? Comment mettre le citoyen au centre du jeu et non pas uniquement lors d'une élection? On verra tout ça avec Dominique Rousseau qui sera notre invité. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h20, merci d'être avec nous. La suite des grands débats ce matin avec Lydia Guirousse, Elisabeth Lévy, vos appels 0826 300 300, Éric Revel bien entendu. Et on continue ce matin, Patrick Roger. Oui, et le décompte autour des parrainages. Parce que maintenant, il y a un compte à rebours qui est engagé. La date limite, c'est donc la semaine prochaine, le 4 mars. Et bien d'ici là, on va regarder qui a ses parrainages, qui ne les a pas. Lydia Guirousse, tout à l'heure, dans votre édito à 7h40, vous disiez, est-ce qu'on est dans du grand bluff ou pas? Il y a de la manipulation derrière. Quelque part, c'est aussi une manière de faire de la communication pour des candidats. Est-ce que c'est bien réel ou finalement... non, est-ce que justement c'est de la com ou est-ce que c'est bien réel quand même? On peut penser que c'est de la communication. Ils avaient mis en scène une espèce de détresse au parrainage en janvier. Chaque élection présidentielle, on a les mêmes appels au secours concernant les parrainages. Ça concerne évidemment plutôt les partis qui sont à la droite de la droite et maintenant également l'extrême gauche. Ils vivent les conséquences des échecs au régional puisqu'ils ont une réserve d'élus qui est moindre. Pas de réserve d'élus pour Éric Zemmour. Donc on aurait pu penser que c'était une espèce de grande comédie autour du manque de parrainage, mais là le Conseil constitutionnel publie, il me semble, 2 fois par semaine le nombre de parrainages, et si on compare à 2017, notamment pour Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, il y a quand même urgence. Ils ont une centaine de parrainages de retard, au point qu'ils arrêtent en quelque sorte un peu la campagne et ils se mettent à passer des coups de fil. Donc ils mettent en scène cet appel au maire. Marine Le Pen, le coup de fil hier. Oui, la vidéo, j'ai besoin de vous. Éric Zemmour qui annule son déplacement à La Réunion pour se consacrer au coup de fil. D'après les personnes de son QG, ils disent qu'il passe 1200 coups de fil par jour depuis le QG de Reconquête. Donc il y a une vraie mobilisation générale. D'ailleurs, François Bayrou, David Lisnard et d'autres invitent à parrainer, y compris Jean-Christophe Castaner dans le Figaro. On ne peut pas imaginer l'élection présidentielle 2022 sans ces 3 acteurs qui réunissent plus de 10% et certains plus de 15% des électeurs. Ça serait un vrai séisme, une vraie crise démocratique. Alors il y a des propositions de chaque côté aussi. David Lisnard, par exemple, qui lui apporte son soutien à Mélenchon, et Fabien Roussel, alors lui, il n'a pas tout à fait la même vision des choses. Bon, lui, il a ses candidatures. Elisabeth Lévy. Elisabeth ? Au bluff. Oui. Je ne crois pas du tout au bluff en ce qui me concerne. D'abord, Lydia l'a dit, le Conseil constitutionnel publie maintenant les listes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les promesses, mais si vous voulez, ce qui change par rapport aux campagnes précédentes, ce sont 2 choses. La première, c'est que il y a la publicité de ces parrainages, et vous voyez qu'il y a des milliers de maires et d'élus, parce que ça va au-delà des maires, qui n'ont donné leur parrainage à personne pour les raisons que vous avez d'ailleurs expliqué, Lydia. La deuxième, dans votre chronique, pas là, mais ce matin, et la deuxième, si vous voulez, et notamment là, je parle entre Zemmour et
et Marine Le Pen, c'est que vous avez évidemment un électorat qui est divisé en quelque sorte en deux, et un parti qui n'a pas qui par définition n'a pas d'élu puisqu'il vient de naître. Donc, et d'ailleurs François Bayrou a répondu, vous a un peu répondu par anticipation. Je crois que c'était, enfin je sais plus quand il a fait cette vidéo, en disant non, ils vous disent qu'ils n'ont pas leur parrainage, c'est qu'ils ne les ont pas. Voilà. Alors j'ajoute juste, si vous voulez, je l'ai déjà dit, donc je le dis très vite, que ce qui me frappe, c'est la différence de comportement là-dessus entre la droite et la gauche. C'est-à-dire que David Lisnard a voulu donner une sorte d'exemple en donnant son parrainage à quelqu'un qui est très éloigné de lui, Jean-Luc Mélenchon. En revanche, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, un peu moins Nathalie Arthaud, mais tout de même, eux finalement disent que ce système est tout à fait bien et que s'ils n'ont pas leur parrainage, c'est tant pis pour eux. C'est quand même, ça fait une sacrée différence culturelle, je trouve. Alors c'est vrai que ça les arrange de ne pas avoir Jean-Luc Mélenchon qualifié pour le premier tour, ça pourrait leur donner quelques espoirs. À droite, il y a David Lisnard, c'est en tant que président de l'AMF qu'il a pris cette décision, il a quand même un devoir d'exemplarité, mais il y a quelques responsables LR qui ont quand même mis la pression sur des élus les Républicains en disant que s'ils apportaient leur soutien à d'autres, notamment à Éric Zemmour, ils s'excluraient d'eux-mêmes du parti. Oui, parce que ça, on avait évoqué cette hypothèse de se dire que Valérie Pécresse et les Républicains avaient peut-être intérêt à ce qu'il y ait donc Éric Zemmour pour faire baisser le ticket. Faire baisser Marine Le Pen et puis donner une possibilité, une chance pour Valérie Pécresse d'être au second tour, quoi. Et là, vous savez que les partis sont pleins de gens exclus, de gens qu'ils ont exclus la veille, comme vous le savez. Vrai. Donc c'est pas une menace qui doit faire frémir. C'est plutôt ce que vous avez dit dans votre chronique, Lydia, sur le chantage aux subventions et sur l'éventuelle réaction des administrés. Ça, la menace d'être exclu d'un parti. Exclu, derrière par ramification, le grand élu du coin ne donnera pas les subventions, n'apportera pas son soutien lors des prochaines élections. Puis évidemment, il y a la peur des violences contre les élus si vous parrainez quelqu'un qui est représentant des extrêmes et que les gens de votre commune ne sont pas d'accord, il peut y avoir des conséquences qui peuvent freiner le parrainage. Mais je pense que cette déclaration de certains, pas tous, mais certains élus des Républicains a freiné la volonté de quelques élus de parrainer, de faire vivre la démocratie. Oui. Merci à toutes les deux. Vos appels au 0826 300 300.